Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube avec aujourd'hui un format original, un format interview où l'objectif c'est de te partager la vie d'investisseur de Mehdi qui aujourd'hui a pris l'habitude d'investir dans l'immobilier en parallèle de son activité professionnelle et qui va nous partager aujourd'hui, quelques temps après avoir commencé à le faire, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il investit mais je le laisserai te raconter son histoire, va nous expliquer son recul d'expérience et on va voir au travers de toute cette vidéo quelles sont selon lui les choses à faire, à ne pas faire, quelles sont les choses à avoir en tête pour pouvoir passer plus facilement à l'action si tu es encore en réflexion et que tu te demandes si oui ou non tu dois investir dans l'immobilier. Mehdi va te raconter tout ça et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à activer la cloche des notifications, à t'abonner à la chaîne YouTube, puis à laisser un like, c'est toujours sympa pour nous remercier de tout ce contenu qui était partagé. C'est important que tu le fasses et je t'invite à t'abonner. Pourquoi? Parce qu'on a une autre vidéo qui va sortir dans quelques jours qui va te présenter en détail ce bien dans lequel on a investi et qui va rentrer encore plus en profondeur sur ce qu'on va aborder dans cette interview. Donc reste bien connecté et je te présente tout de suite Mehdi. Mehdi, salut à toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans cette vidéo. Du coup, je me présente peut-être rapidement. Oui, tout à fait. Tu peux te présenter aux investisseurs qui nous regardent. Du coup, moi c'est Mehdi, j'ai 32 ans, je suis consultant en informatique et je travaille en société aujourd'hui. Je pense qu'on aura le temps d'en parler, comment je suis arrivé du coup à passer en société, tout ça, parce que ça fait partie du coup d'une stratégie, mais du coup je pense que c'est le but de la vidéo. Alors justement, ne fais pas du tout attention au niveau du format, c'est un format où on a voulu que ça soit le plus immersif possible pour toi, un peu comme si tu étais là assis avec nous à table. Donc là on est dans cette dynamique où pendant l'introduction on regarde la caméra, mais dans la majorité des échanges on va vraiment être concentré entre nous. L'objectif c'est que, comme je te disais, c'est comme si tu étais assis à table avec nous, que tu puisses partager les réflexions que Mehdi a pu se poser à l'époque où il a investi. Et je te laisse du coup prendre place à côté de nous. Alors Mehdi, donc déjà merci à toi pour cette interview. C'est vrai que je t'en suis reconnaissant. Mehdi, à l'époque, on s'est rencontrés puisque je cherchais un bien immobilier pour justement tourner des vidéos YouTube. Tous les biens qu'on avait en portefeuille étaient tous loués et j'avais la volonté de filmer une vidéo YouTube dans des logements. Et en fait, Mehdi m'a proposé en me suivant sur les réseaux de me prêter son logement et c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis au final, il y a une amitié qui s'est créée avec le temps. Et l'idée, c'est vraiment que Mehdi puisse te partager son retour d'expérience. Et la première question que je vais te poser, Mehdi, c'est qui tu es en fait. Aujourd'hui, on connaît ton âge, tu viens nous le donner, mais repars plus en arrière. Qui tu es, quel est ton parcours et à quel moment tu t'es dit je vais investir dans l'immobilier? Oui, moi j'ai un parcours un peu atypique, mais je pense que c'est une phrase qui revient souvent chez les investisseurs immobiliers, parce que chacun, quelque part, a une histoire inspirante, voire intéressante. Du coup, moi, je suis marocain, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc et je suis venu à 24 ans pour faire mes études, du coup, dans le Nord. Et en fait, pendant ces années d'études-là, en fait, j'ai fait une dizaine de villes en France et c'était très, très enrichissant dans le sens où je découvre un peu toutes les régions de France et que je vois un peu les villes et l'immobilier. Et c'est là où je vois toute la pertinence de la stratégie de Victor. C'est qu'il est actif sur Valenciennes, je pense qu'il pouvait bien aller ailleurs, mais en fait ce secteur-là, il est vraiment très intéressant et très, très intéressant en tout cas pour les investisseurs immobiliers. Parce qu'on arrive à avoir des choses, des biens qui sont très accessibles, en même temps très rentables. Et pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai fait des études en fait classiques pour travailler dans les métiers qu'on connaît. Moi j'ai fait un master en marketing. Mais en fait, dans ces métiers-là, globalement, tu mets le job au centre de ta ville. Tu ne peux pas te permettre, ou en tout cas, tu ne peux pas te permettre à grand niveau de dire je travaille, je développe des sociétés et je fais de l'immobilier. C'est plus ou moins, je mets le travail au centre. Je dois travailler chez des grands groupes pour avoir des bons postes. Et je peux avoir de petits projets à droite et à gauche, mais ça s'arrête là. Du coup, moi, ça me suffisait pas. Je voulais quand même vivre un peu l'expérience entrepreneuriale. Et du coup, j'ai opté pour une reconversion vers l'informatique, qui est un marché très porteur. Pour le coup, quand j'étais dans le marketing, j'étais obligé d'aller à Paris. Et quand pour trouver du boulot, surtout quand les premières années, c'est un peu dur. Et une fois que je suis passé à l'informatique, en fait, c'est plutôt le boulot qui me cherche. Je cherche plus le boulot. Il
il y a des recruteurs qui viennent en fait vous démarcher via LinkedIn, etc. Du coup, après cette reconversion, je décide en fait de faire mes premiers invests en immobilier, qui du coup, c'était un objectif que je me suis fixé depuis très très longtemps. Je voulais avoir mon premier appartement avant mes 30 ans. Bon, j'ai pas réussi à avoir un premier appartement, mais j'ai réussi à avoir 2 immeubles à 32 ans. Donc c'est pas mal. Voilà, pour dire que c'est bien d'avoir des objectifs, mais après la vie fait que on s'adapte et on va voir cette force d'adaptation est aussi très importante. Et justement, tu expliquais que quand tu es arrivé en France, dans ton parcours étudiant, tu as eu la chance de visiter plusieurs villes. Moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne dans mon activité de développeur de patrimoine immobilier qu'en France, il existe en fait plusieurs zones géographiques et que selon la zone géographique dans laquelle on investit, on ne se comporte pas pareil. On ne va pas investir de la même façon dans Paris et dans les zones de tourisme qu'à la métropole, qu'en zone de province, qu'en zone rurale. Est-ce que tu peux nous donner du recul sur les différentes zones géographiques dans lesquelles tu as été? Et du coup, justement, toi qui as investi en zone rurale, on en parlera un peu après, quel œil en fait tu as apporté sur ces différentes zones immobilières et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais en zone rurale et je ne vais pas, comme beaucoup de personnes veulent le faire, aller dans les villes de métropole, aller à la capitale? Effectivement, en fait, sur cette décision-là, je savais que c'est une décision stratégique qui va piloter en fait une dizaine de décisions qui vont suivre après on va dire sur mes différentes activités. Et par exemple, je pense, si je cite quelques villes où j'étais ou peut-être quelques régions, j'étais dans le sud-ouest, j'étais à Bordeaux, j'étais bien sûr en Île-de-France. Et à chaque fois, je m'amusais à regarder le prix mètre carré et voir le prix d'un logement minimum pour un minimum décent. Peut-être un appartement de pièces ou quelque chose comme ça. Je suis passé par l'Aisne, par exemple, qui est une zone avec une activité plus ou moins au ralenti. Surtout là, je parle de la zone de Saint-Quentin et le secteur avoisinant. Et en fait, je me rends compte que ces villes-là, il y a certaines villes qui sont pas du tout accessibles, surtout pour une première opération. Soit tu vas saturer directement 100% ta capacité d'empreinte pour un studio, pour un appartement. Et là, pour le coup, avec l'effet de levier, qui est du coup une chance formidable en France, qui est, je pense, un des pays les plus intéressants pour lever des fonds et investir dans l'immobilier, en fait, quelque part, les bonnes actions, du coup, ils vont profiter de ce effet de levier et aussi tes bêtises ou tes erreurs. Donc, si jamais tu n'es pas assez formé ou tu n'as pas le bon réseau, parce que des fois, tu vas aller dans des villes qui vont t'intéresser, tu n'as pas forcément le bon réseau, tu n'as pas de connaissances, tu peux vite amener à faire des bêtises. Et pareil, du coup, l'effet de levier, tu multiplies la bêtise fois 2, fois 3. L'immobilier reste quand même un placement sûr, on n'est pas sur des placements à risque, mais quand même, vaut mieux partir sur des bons coups la première opération et enchaîner. En fait, tu soulignes, moi je le vois constamment avec les personnes que j'accompagne, notamment quand on arrive dans la phase où on fait ce qu'on appelle l'étude de stratégie d'investissement. Ces personnes-là sont souvent en fait focalisées sur la mauvaise chose, c'est-à-dire que c'est souvent est-ce que je devrais vraiment investir dans l'immobilier et est-ce que c'est mieux d'avoir ma résidence principale qu'un investissement locatif? Et en fait, on se rend compte que qu'on fasse l'un ou l'autre, ce qui compte en fait, c'est le fondamental du projet, c'est son emplacement. C'est la demande locative qu'on va avoir, la demande le jour où on va vouloir revendre, c'est la qualité des rénovations qu'on va effectuer. Et ça, c'est très bien que tu le soulignes et que tu l'aies très vite compris, parce qu'en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Maintenant, dans les marchés que tu as visités, au-delà du fait que tu t'es rendu compte que certains ne t'étaient pas accessibles et que si tu y allais, soit que tu n'avais pas les moyens d'acheter un logement avec une surface que tu trouvais décente pour la mettre en location ou l'habiter, ou à l'inverse, aller dans des villes où c'est tout en fait, tu as fait un projet et comme ta capacité d'emprunt, elle est limitée par tes revenus, tu peux plus rien faire derrière. Qu'est-ce que tu as eu comme élément déclencheur dans ta tête où tu as pu te rassurer en disant je vais investir dans une zone rurale où il y a peu d'habitants, mais en fait je suis convaincu de ce que je fais, alors que quand j'écoute la masse des personnes, il ne faut pas aller dans ces villes-là, c'est des gens qui manquent de moyens, c'est des gens avec qui on va avoir des problèmes, alors que moi-même, en fait, je suis le propre produit à investir dans ces zones-là, puisque je le fais régulièrement, et j'ai moi aussi démarré dans ces zones-là, en fait. Oui, en fait, c'est très intéressant, et très intéressante cette question, parce qu'effectivement, ça s'explique un peu avec mon parcours. Comme je disais, en fait, je suis venu en France pour faire mes études, donc je n'ai pas tous les a priori que les locaux peuvent avoir. Moi, si je fais la comparaison avec des villes où je connais, par exemple à côté de Marrakech, il y a des villes où je ne vais même pas passer en voiture.
parce que c'est une idée que mes parents ils m'ont donnée ou mon entourage il m'a donné. Et donc, je lui dis en fait, oh là là, cette ville-là, jamais, impossible que j'y passe. Alors, pour acheter une maison là-bas, hors de question. Donc, je suis venu en France, j'ai pas d'a priori. Donc, je pars d'une feuille blanche quelque part pour évaluer une ville. Je vais aller, je vais parler avec des gens qui habitent la ville, je vais voir le commerce, je vais voir avec mes propres yeux. Donc tout ce côté, ce biais un peu de perception qu'on peut dire, bah en fait, j'ai entendu en 2002, il y avait un accident de voiture, donc moi je garde un défaut d'image quelque part. Moi, j'avais pas tous ces biais-là quelque part. Donc j'ai dit, bah écoute, les gens qui ont raison, c'est les gens qui essayent et qui font leur propre idée, bah, j'essaye. Et bah, si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'apprendrai un peu de mes erreurs. Et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que il faut oser. Il faut oser tester, il faut avoir un peu confiance en soi dans le sens que bah, j'ai pas de réponse, mais je suis pas plus bête que les autres. Et du coup, par contre, et là où il faut y aller, c'est sur la formation, l'accompagnement, qu'il faut aller faire ses devoirs, comme on dit. Parce que c'est beau être plus ou moins courageux à vouloir investir dans des zones où tu peux trouver quelqu'un qui a investi depuis 5 ans et va dire bah, surtout pas, il ne faut pas y aller. Et c'était le cas. Il y a des gens qui m'ont dit franchement, là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de te planter. Vas-y surtout pas dans ces secteurs-là. Moi, je suis né ici, je connais, etc. Blablabla. Tu fais une erreur. Et ça se trouvait en fait que non, cette personne, il ne tenait pas la vérité. Et ça se trouvait que lui, il n'a même pas testé. C'est juste, encore une fois, une idée que tu as entendue, la voisine, Tata Michel, qui a dit ça. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi, je me souviens, la première fois où j'ai investi dans l'immobilier, c'était ça. J'avais ma mère qui me disait « Mais non, tu peux pas faire ça, tu vas pas aller à 25 minutes de où on habite. » Déjà, est-ce que 25 minutes, c'est la mer à boire? Non. Et la deuxième chose, c'était... Et puis c'est pareil, il y a 1500 habitants. En plus, à côté, tu as une des villes où il y a le plus gros taux de chômage en France. Il faut surtout pas y aller, tu n'auras que des problèmes. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en te formant, en t'entourant, mais également en faisant un sourcing, en allant à l'intérieur de la ville, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de stigmates. Et moi, je me souviendrai toujours... La ville dans laquelle j'ai investi, j'avais de la chance, c'est que mon meilleur ami était natif de cette ville-là. Et j'ai tout de suite pu en fait avoir un quadrillage en me disant bah, ce quartier-là, t'y vas pas. Ce quartier-là, ces rues-là, elles sont géniales. Et après, dans les biens, les gens, ils habitent pas là-dedans, ils habitent dans ça, ça, ça et ça. Et là, en fait, tu as créé une ligne de conduite où tu sais exactement l'emplacement qu'il faut cibler, tu sais exactement le type de logement qu'il faut cibler. Et en plus de ça, et ça, c'est le Graal, bah, tu te rends compte que quand tu regardes sur les annonces des biens à louer, bah, y a bien souvent ces villes-là, des biens qui ne sont pas qualitatifs, et dès que tu fais quelque chose d'un petit peu mignon, tu ressors du lot. Maintenant, j'aime bien ce que tu as dit. Moi, je le fais aussi souvent quand je ne connais pas une ville et que je dois la découvrir. C'est, par exemple, je dois aller chercher de la viande, je vais aller chez le boucher, et je vais discuter avec lui en mode tiens, je vais arriver dans le quartier prochainement. C'est quoi, selon vous, les quartiers, les rues à éviter, ou même au niveau de la ville, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être habiter à côté? Et les commerçants, les bouchers, les fleuristes, les boulangers, qu'est-ce qu'ils parlent? Parce qu'en fait, ils adorent leur ville. Et contrairement à l'agent immobilier qui, des fois, veut te vendre ce qu'il a dans le placard, eux, ils sont neutres. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est ce que tu as fait aussi. Tu es allé voir le terrain. Exactement. En fait, c'est un outil qui est très puissant. C'est profiter plus ou moins du patrimoine. Et quand je dis patrimoine, en fait, j'ai un exemple très intéressant où dans ce logement-là, en fait, le vendeur qui m'a vendu le bien, il m'a donné le contact d'un chauffagiste. Okay. Lui, il a l'habitude de travailler avec depuis des dizaines d'années. Moi, j'apprenais de mes erreurs, je faisais encore des erreurs à ce moment-là. Et j'ai oublié de contacter ce chauffagiste. J'ai fait des bêtises, j'ai contacté d'autres personnes. Et je me suis fait avoir un peu sur 300 € où il y avait une personne qui est venue. Il ne m'a rien fait pendant 15 minutes. Il m'a dit, c'est simple, je viens, je regarde, je vous dis ce qu'il y a à réparer. Il est venu, il m'a dit, c'est très simple, vous changez tout. Et il se mouille pas là, il ne s'est pas mouillé la chemise. Je dis, ok, j'ai payé 300 €, il est parti. Je dis, tiens, je vais quand même appeler ce chauffagiste-là que le monsieur il connaît depuis longtemps. Je l'ai appelé, il est venu, il m'a demandé 140 €. Il a réparé, il n'a rien changé sur la chaudière ni le circuit de chauffage, ça m'a coûté 140 €. Et il a fait un excellent travail, et c'est professionnel, et c'est parfait. Et je ne changerai pour rien au monde cette personne-là. Et pour dire, en fait, au final, il y a un certain patrimoine, et les gens, ils ont construit un certain
des connaissances, ils ont un certain savoir, ces gens-là, comme tu dis, le boucher ou peut-être l'agent immobilier qui t'a vendu bien, elle a un certain savoir. Et c'est vrai que la question, elle se pose beaucoup plus quand tu ne connais pas la ville ou que tu n'as pas assez de réseau. Il faut vraiment être attentif, comme tu dis, à aller voir les locaux, à bien écouter. Parce qu'on peut te donner les réponses, mais en fait, tu vas passer et dire, bah, moi, j'y vais sur Internet comme ça. Et tu as dit un truc important, et je suis d'accord avec toi, je te rejoins. C'est-à-dire que quand on investit dans l'immobilier, on ne peut pas se fier uniquement à son flair. Aujourd'hui, même si on a cette chance en France qu'en général, on va donner 20 000 euros à la banque, elle va nous prêter 200 000 euros. Et là, le levier, il est incroyable parce qu'au lieu d'avoir son rendement qui est sur ces 20 000 euros, comme on l'aurait eu sur son compte bancaire, en bourse, etc., là, le rendement, il est sur les 200 000 euros qui ont été empruntés. Donc les gains sont beaucoup plus forts. Mais à l'inverse, si tu fais une erreur, bah, l'erreur, elle est aussi beaucoup plus forte. D'où l'importance, comme on disait, de s'entourer, de se former, d'aller se renseigner sur le marché. Exactement. Pour autant, j'aime bien ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es dit, bah, moi, en fait, je me suis formé, je me suis entouré, je suis allé sur le marché, je suis convaincu de ce que je fais, j'y vais. Au final, on le voit avec ce projet immobilier, on va en parler après en détail, ça a payé. Mais surtout, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit, j'ai fait une erreur. Cette erreur, elle m'a coûté 300 euros. Et grosso modo, bah, en fait, je la referai plus. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, toutes les erreurs que tu as pu faire dans l'immobilier, et tu en as peut-être quelques-unes que tu peux nous citer, il n'y en a jamais une qui t'a mis un genou à terre parce que tu avais anticipé un maximum de choses. C'est ça, exactement. C'est vrai que je suis passionné de l'immobilier et du coup j'y passe beaucoup de temps. Et honnêtement, il y a des choses qu'on peut sentir derrière la caméra, mais il y a des choses qu'on ne sent pas, c'est en rencontrant des personnes comme Victor. Et là, on se rend vraiment compte comment, par exemple, Victor, quelqu'un qui est très intéressant et très passionnant. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que la formation, c'est très important, mais rencontrer les gens, les écouter, mais vraiment écouter, ça complète et en fait, c'est un combo, un combo gagnant. Vous vous formez, vous faites accompagner. Bah, je pense que l'accompagnement, c'est l'exemple parfait. Je pense que ça résume très bien. Moi, au début, j'avoue que j'étais plus... c'est un peu par ma nature. On est beaucoup drivé par nos natures. Tu sais, il y a des personnes qui sont extraverties et vont peut-être privilégier le réseau dans leur façon de faire et les rencontres, etc. Mais ils vont peut-être moins passer de temps à se former, à prendre des livres, etc. Et les personnes introverties vont plus passer des dizaines d'heures sur YouTube à regarder, à apprendre, ce qui est très bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est marcher sur les deux pieds. Si tu as besoin du réseau et des bons contacts, et tu as besoin de la théorie et de la connaissance. Et puis même, moi je vais même aller plus loin. Là, c'est un phénomène d'actualité que je vais te partager et ça dépendra de quand tu vas regarder la vidéo, mais je pense que ça sera toujours dans l'air du temps. Tu vois, par exemple, j'ai lu, pas plus tard que hier matin, un nouvel article qui est sorti de Bruno Le Maire indiquant qu'il confirmait ce qu'il venait de dire il y a quelques mois en arrière, qu'ils avaient peut-être été trop vite en besogne pour sortir les nouvelles réglementations au niveau des diagnostics de performance énergétique et qu'ils réfléchissaient à sortir ce qu'ils appelleraient un DPE simplifié. Et que grâce à ça, bah, beaucoup de biens qui sont F vont se retrouver E, qui sont E vont se retrouver D, etc. Et en fait, moi ça fait 6 mois en fait, que j'arrête pas de dire aux personnes que je rencontre en accompagnement, ok, si on doit refaire le bien de A à Z, oui, on va aller chercher un D pour être tranquille pendant des années, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le E qui est encadré jusqu'à 2034. Mais de l'autre côté, si votre bien il est déjà en E, qu'il est propre et qu'il n'y a rien à faire, on ne va pas dépenser d'argent pour aller chercher un D juste parce que psychologiquement, dans les médias, on nous dit il faut avoir du D pour être tranquille, alors que, le texte de loi, il va évoluer. 2, peut-être qu'on va faire les travaux, puis arrivé en 2034, ah bah zut, la loi elle a encore changé, il faut remettre la main à la poche. Et aujourd'hui, tant qu'on a quelque chose qui est décent et qui répond aux attentes des normes et des besoins des locataires, il faut y aller. Et ça, il n'y a que les gens du terrain qui peuvent le transmettre. Et c'est là où moi j'ai toujours ce regret, c'est souvent des personnes qui sont inexpérimentées, et c'est là où j'admire ce que tu as fait, qui vont réussir à se détacher du regard des autres. Et je me détache de ce qu'on dit dans les médias, je me détache de ce qu'on m'a dit au repas de famille, je me détache de ce qu'on dit mes amis, et à un moment c'est je me focus et j'y vais. Et justement, toi là-dessus, c'est quoi la deuxième plus grande leçon que tu as retenue? Parce que la première leçon c'est j'écoute pas les gens, je me forme, je m'intéresse, et quand je le sens et qu'il n'y a pas de doute, j'y vais. La deuxième que tu as retenue, c'est les erreurs, en disant que si on a bien anticipé, les erreurs qui vont arriver ne seront pas trop graves et elles serviront d'expérience. Qu'est-ce que tu as retenu d'autre justement comme point vraiment de croyance à te retirer de la tête et qui t'a permis de passer à l'action?
C'est une très bonne question. En fait, peut-être les freins que j'avais, ça rejoint un peu les premiers points. C'est que, en fait, on peut vite faire l'erreur de dire, bah ah non, en fait, moi, mon histoire est différente. Ah non, moi j'ai ces freins-là, les autres ils les ont pas. Et en fait, vite, tu peux te freiner, se saboter toi-même ta motivation et dire, bah en fait, ouais, bah tu vois, moi je suis étranger, j'ai un titre de 6 jours, ou moi j'ai un enfant, j'ai pas le temps, ou moi j'ai peut-être, j'habite loin. Il y a vraiment des très bonnes excuses, hein. Et ça marche, les bonnes excuses. Et donc tu restes dans ta place. Et en fait, c'était peut-être ça le deuxième gros frein que j'ai enlevé, c'est que peu importe qui tu es, ton origine, ta classe sociale, ton niveau éducatif, tes diplômes, peu importe, il y a de la place pour tout le monde. Et chacun il peut développer quelque part, comment dire, sa touche et apporter des choses que l'autre en face ou qu'il n'a pas forcément. Et on a des gens qui sont très doués en élocution et visiblement je ne le suis pas. Peut-être, bon, en tout cas je travaille là-dessus. Et en fait, il y a des personnes qui sont peut-être plus courageuses que d'autres, des personnes plus à l'aise sur le côté social, des personnes qui sont capables d'envoyer du steak pendant des mois tout seul et garder la patate. Et vraiment, chacun a un atout. Il faut le trouver, il faut le savoir. Et c'est qu'en testant qu'on le découvre. Oui, et je pense que tu résumes deux choses. Il y a une chose qui m'a fait rire quand tu as dit je suis pas doué en ça. Bah, par exemple, moi je sais pas planter un clou. C'est-à-dire que j'ai rénové des dizaines de logements et tu vas me demander de mettre rien qu'un coup de peinture. Ouais. Non, il faut pas compter sur moi. Mais c'est l'art de s'entourer et de savoir déléguer. Exactement. Et de dire bah, tiens, cette personne-là a cette compétence, elle va m'aider. Et après, le deuxième point, moi je le dis toujours dans les études de stratégie d'investissement qu'on réalise avec les personnes que j'accompagne, c'est on s'en fiche de quel est le mode de location à faire en ce moment, quelle est la zone géographique précise dans laquelle investir en ce moment. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui s'adapte à nous. Parce qu'en fait, la chance qu'on a avec l'immobilier, c'est comme tu disais, peu importe notre sexe, notre couleur de peau, notre âge, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut prendre dans la palette, en fait, peu importe d'où on vient, qui on est, si on a envie de le faire, on peut réussir. Et moi, je dis toujours, le client le moins aisé qu'on a accompagné, il gagnait le SMIC, et le plus aisé qu'on a accompagné, il gagnait 216 000 € par mois. Donc en fait, on voit qu'on est sur une palette qui est extrêmement large, mais en fait, bah, à leur juste hauteur, les deux, en fait, ils investissent dans l'immobilier. Et au milieu, il y a toutes les personnes qu'on ne cite pas, mais qui sont celles qui ont des vies qui sont prenantes, qui ont des enfants, qui ont des hautes responsabilités, et qui pour autant, parce qu'elles ont compris que l'immobilier était important, elles ont réussi à investir dans l'immobilier. Et je trouve ça très bien en fait que tu en aies eu conscience et qu'à aucun moment tu te sois dit ah bah non, c'est un frein, je ne suis pas prédestiné à ça, je ne le fais pas, que tu aies choisi, que tu sois allé au bout. Et que finalement, bah, tu as cet investissement locatif qui ait pu naître. Et du coup, bah, justement, aujourd'hui, toi qui as investi dans l'immobilier depuis 1 an et demi à peu près, entre le Mehdi, avant j'investis dans l'immobilier, et le Mehdi, maintenant j'investis dans l'immobilier, tu as vu quoi comme changement chez toi ? Beaucoup. Honnêtement, beaucoup. Toute proportion gardée. Encore, je reste débutant, vu si on projette ça sur le temps, 1 an et demi, c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Et en fait, ça m'a surtout donné envie, en tout cas ouvrir les yeux, que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter. Si tu peux prendre la fiscalité, rien qu'avoir une bonne stratégie fiscale, c'est très intéressant. Tu peux avoir peut-être une stratégie d'achat ou de négociation qui est puissante, et du coup, rien qu'avec ça, tu peux aller très loin. Et l'idéal, c'est que tu combines le tout. Et c'est là où des personnes qui ont du recul et ils ont de la bouteille, où ils peuvent te dire, en fait, ils peuvent plus ou moins monter le curseur à au moins une bonne moyenne, voire un niveau bien sur tous ces éléments-là. Et comme ça, au moins, on n'est pas biaisé, en fait, encore une fois, par nos perceptions et dire, moi, j'adore la fiscalité, ou moi, j'adore les travaux, je néglige tout. Et c'est le cas. J'ai rencontré pas mal de personnes où peut-être qu'ils ont une bonne capacité d'empreinte, mais ils s'en foutent de la fiscalité, donc il va faire des bêtises. Il va faire tout du nu, en nom propre. Tu dis, au bout d'un moment, il faut que je passe en pro, il faut que je revends à ma SCI ou quelque chose comme ça, il faut que j'arbitre. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut aller voir les gens. Il faut aller voir les gens. On a pas mal d'axes à développer. Et si on fait ça bien, et je pense que c'est accessible, c'est plutôt une histoire d'habitude, de vous dire, écoute, moi je prends le temps quand même d'aller voir cette personne-là et de me faire accompagner. Je fais cet investissement pour moi parce que
honnêtement, à 100%, ça paye. Bien sûr, il faut choisir les bons accompagnateurs, les bonnes personnes, parce que dans ce marché-là, et pour le coup, là, je parlais côté, par exemple, travaux, il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe qui peut créer une société et t'envoyer un devis et te dire, bah, écoute, tu m'envoies 30% d'acompte. Et ça arrive, il y a énormément de problèmes. Par exemple, voilà, ce n'est pas forcément un sujet, mais on peut avoir beaucoup de problèmes comme ça. Mais justement, choisir les bonnes personnes et se faire accompagner par les bonnes personnes, franchement, je pense que c'est la clé. Moi je le vois en fait, dans le cadre de la prestation de mandat de recherche qu'on propose, on a des personnes qui nous mandatent en disant bah voilà, on a validé la stratégie d'investissement ensemble, maintenant on va l'appliquer ensemble et je veux que vous trouviez le bien parce que je suis conscient que vous avez un réseau, parce que 70% des biens qu'on achète ne sont pas sur le marché, mais également parce que j'ai pas envie de m'en occuper, j'estime que j'ai pas assez de temps pour faire la recherche de biens et que le bien est fondamental, mais en fait on leur dit toujours, ça c'est le préalable. Mais derrière, il y a tout ce qui découle. Et nous, on le voit avec les entreprises de bâtiments partenaires avec qui on travaille, les services de gestion locative, etc. C'est incroyable de se dire que quand on fait rentrer une société dans notre cercle de confiance, en fait, sur 4 qu'on a audités, il y en a 3 qui sautent. Parce qu'ils sont pas sérieux, parce qu'ils sont pas pros, parce que, en fait, ils vont nous voler ou nous mentir. Et ça, c'est vrai que dans l'immobilier, c'est le point de vigilance numéro 1 à avoir. Après, le deuxième point de vigilance à avoir, ça revient à ce que je disais juste avant et ce que tu disais également avec il ne faut pas aller chercher le truc à la mode, il faut faire le truc qui nous correspond. Moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, c'est quoi votre pourquoi? C'est-à-dire que dans l'immobilier, on va gagner de l'argent. Dans l'immobilier, on peut soulever vraiment des très grosses sommes, mais celui qui le fait pour l'argent, je l'ai vu par expérience, soit il ne va pas y arriver, soit comme tu dis, il va faire des erreurs parce qu'il va négliger certains piliers qui sont fondamentaux. Maintenant, moi j'ai toujours dit, celui qui a un pourquoi, en fait, il va faire des très belles choses parce que c'est un peu l'image d'une barre de progression. Et mon objectif, c'est d'avoir X milliers d'euros pour faire ça. Et tiens, ce bien-là, je sais qu'il va me rapporter autant en autant de temps, parce que c'est très facile de le voir, rien qu'avec la mensualité de crédit qu'on va rembourser et puis l'excédent financier qu'on va avoir tous les mois. Tiens, ce bien-là, c'est 20% de ma barre de progression. Et du coup, on se dit, tiens, j'ai mis une pierre à l'édifice et on est content de faire le suivant. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton moteur? Au-delà de l'argent, comment tu la vois, ta barre de progression? Ma barre de progression, je t'avoue que je suis au début parce que je vise très long. Moi, mes objectifs, je les vise je les fixe plus ou moins sur 10 ans. Et justement, là, je suis dans une période charnière où je viens plus ou moins d'atteindre les objectifs que je me suis fixés il y a 10 ans. Et je peux vous dire que l'évolution est incroyable. Et donc là, je suis en train de me fixer pour les 10 prochaines années. Pourquoi ce point-là, j'ouvre une parenthèse rapidement sur les 10 ans, c'est que quand tu me dis tu as un pourquoi ou tu as une mission qui est puissante, en fait, qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui ou que tu es planté sur 300 euros, en fait, tu t'en fous, c'est de la virgule en fait. C'est comme tu reçois ton salaire, tu reçois 2000 euros, il manque 60 centimes, mais tu t'en fous parce que tu reçois 2000 euros. Toi, tu es en train de chercher quelque chose de très grand. Donc, quand on a un objectif qui est assez grand, le quotidien, en fait, les problèmes du quotidien, ça devient du détail et moi, ça m'aide. En tout cas, ça m'a donné un fil que je n'ai pas lâché pendant les 10 dernières années et Dieu sait que j'en avais besoin. et aujourd'hui, justement, allez, parmi tous tes objectifs à 10 ans, si tu nous en citerais un seul, qu'est-ce que tu nous citerais? La liberté. La liberté? Ouais. La liberté, comment tu la places, ta liberté? Temporelle, géographique, autre chose? Temporelle, géographique, financière. Et en fait, derrière, en sous-jacent de la liberté, c'est quand même un objectif qui est dur, pas à atteindre, mais à vivre avec. Parce qu'une fois qu'on est libre, quelque part, j'ai rencontré pas mal de personnes du coup, comme toi, Victor, et du coup, ils m'ont permis d'avoir plus de recul. C'est quelque part, on est à poil. Parce que des fois, quand on a l'obligation de faire les choses, on ne se rend pas compte, on y va. On n'a pas le choix. Mais quand tu as liberté, c'est là où ça dévoile vraiment le fond de la personne. Et s'il a un pourquoi puissant, il va encore le développer plus davantage. Et s'il a un pourquoi qui est nul, c'est de dire, écoute, moi je veux faire des vacances tous les mois, machin. Au bout d'un moment, tu consommes cette énergie-là, tu consommes cette partie-là et tu te rends compte en fait que ça ne te nourrit pas. Tu as besoin vraiment d'un... Et c'est pour ça que ta question est très pertinente et elle est centrale. Tu as besoin vraiment d'un pourquoi puissant. Moi, mon pourquoi, ça sera de dire j'ai envie de passer du temps avec les personnes que j'aime et être là pour eux et donner du coup à la société à travers mon travail, à travers... du coup, peut-être le salariat, où je travaille encore, pas forcément en salariat, mais je travaille encore, j'ai encore un employeur,
et ça va très bien, ça nourrit ma stratégie. Et au bout d'un moment, j'ai envie de faire des actions que je ne serais pas conditionné par le timing, par dire en fait non, je dois commencer à 8h, je dois finir à 18h, et plutôt moi avoir toutes les cartes voilà, pour atteindre certains objectifs personnels. Ouais, super, super. Et aujourd'hui, justement, l'immobilier, il a quelle place stratégique pour toi dans l'atteinte de cette liberté, justement, à moyen long terme? Pour moi, l'immobilier, c'est la sécurité. Pour des personnes que, heureusement, qu'on est en France et qu'on peut lever des fonds, je ne vais pas dire facilement parce qu'on sait que c'est pas. Voilà, on va pas aller chez le banquier, il va nous donner de l'argent comme ça. C'est quand même un travail, ça peut être très technique. Dans certains cas, on arrive à saturation de notre capacité d'empreinte, donc c'est pas forcément facile, mais relativement facile par rapport à d'autres pays. Et moi, comment je vois l'immobilier, je le vois comme la sécurité. Dans le sens que moi, si demain je suis malade, ou que j'ai pas envie et que ça arrive malheureusement, on peut claquer une dépression, un burn-out ou quelque chose, on est humain. Il faut quand même se rappeler de ça parce que quand ça commence à marcher, on croit que ça y est, on est très fort, on est très intelligent, c'est l'ascension et on se trompe souvent. C'est là où on fait des moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, le premier projet, c'est celui qui nous aide à nous montrer que c'est faisable et qu'en effet, Exactement. toutes les croyances qu'on avait, pour beaucoup, on pouvait les mettre à la poubelle. Exactement. Le deuxième, c'est celui qui permet de répéter la chose, de dire je sais faire. Et le troisième, c'est le plus dangereux. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit, on est parti dans l'acquis et c'est là où on peut se mettre les pieds dans le tapis. Après, pareil, il y a un point que tu as dit et je suis totalement d'accord avec toi. Je le dis toujours aux gens, il y a deux solutions d'avoir une assurance vie ou une assurance maladie. C'est soit on cotise auprès d'un organisme d'assurance, soit on emprunte dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand on emprunte dans l'immobilier, on a toujours une assurance qui va nous protéger si demain on vient à disparaître, qui va nous protéger si on est en incapacité de travail. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le moyen détourné déjà de payer une assurance pas chère, mais c'est surtout de pouvoir se protéger sur le long terme parce que, comme tu le dis, c'est la sécurité dans le sens où demain qu'on décède ou qu'on soit à mobilité réduite, les locataires ils sont là et ça ne va pas les empêcher d'user du logement et de le payer. De l'autre côté, si demain on vient disparaître ou qu'on a un handicap qui nous empêche de travailler, on a touché un gros capital qui nous protège pendant des années. Et ça, c'est grâce au levier qu'on a fait. Et moi, je trouve ça toujours dingue de se dire que, je reprends l'exemple, je mets 20 000 € sur la table, j'ai emprunté 200 000 et j'ai une assurance décès qui porte sur les 200 000 €. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait de la puissance de ces leviers. Parce que, comme tu dis, rien que c'est l'exemple simple de dire, en fait, je mets 20 000 et je peux lever 200 000, qui quand même, encore une fois, un placement, un des plus sûrs. Et si on est bien accompagné, hein, on met bien des petites étoiles sur ce que je dis. Rien que ça, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment ça. On est vraiment trop dans le matériel, il faut que je touche ce que je fais pour comprendre. Et justement, je pense qu'il faut vraiment se lancer en étant accompagné pour vraiment toucher ces choses-là en plein route. Et il faut quand même, quelque part, voilà, il faut faire ce premier pas. Et puis même, au-delà de toucher, moi, je pense que c'est la question qui me revient le plus souvent, c'est je fais quoi? Je fais de la résidence principale ou je fais de l'investissement locatif? Et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est que quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec le fait de gérer des locataires ou de gérer des travaux et qui ne veut surtout pas en entendre parler, la résidence principale, ça reste vraiment le placement numéro 1 parce que c'est toi qui tous les mois va financer la chose et dans quelques années quand ton crédit est payé, tu t'es offert une sécurité de ne plus avoir de loyer, de pouvoir être chez toi et de ne pas pouvoir être à la rue. De l'autre côté, la personne qui a cette capacité à gérer les locataires, qui a cette capacité à gérer les travaux, à coordonner, à manager un petit peu, elle ne doit même pas réfléchir, elle doit partir vers l'investissement locatif. Pourquoi? Parce que déjà, elle va pouvoir soulever beaucoup plus qu'avec sa résidence principale. Et moi, je le vois, c'est mon cas aujourd'hui. C'est-à-dire que entre ce que je pourrais avoir en résidence principale et ce que j'ai au niveau de mon patrimoine immobilier, j'ai 6 fois plus peut-être. C'est-à-dire que tous les mois, je capitalise 6 fois plus et je sais que c'est ton cas aussi. Et de l'autre côté, le deuxième point, c'est que au-delà du fait de capitaliser beaucoup plus, c'est qu'on répartit les risques. Demain, j'ai ma résidence principale, elle brûle, c'est chaos technique, c'est fini. A l'inverse, demain, j'ai 5 investissements locatifs, il y en a un sur lequel il y a un problème, et il ne peut pas être occupé pour X ou Y raison. Un, j'ai les assurances qui vont me protéger, et deux, il y a le reste qui est en train de couler. C'est ça. Et c'est vrai que je te rejoins totalement, l'immobilier, c'est vraiment fait pour se sécuriser, et à partir du moment où on est bien averti sur ce qu'on fait, c'est aussi le moyen de développer un enrichissement qui va être beaucoup plus fort. Aujourd'hui, pour donner une idée aux personnes qui nous regardent, ce logement-là,
combien il te coûte tous les mois en mensualité et combien il te rapporte? C'est très difficile de y répondre parce que j'ai fait des arbitrages. En termes de mensualité, comme je disais, ça peut paraître fou pour des personnes peut-être qui sont en région parisienne, mais vu que j'ai acheté le bien, en tout cas après négociation, 108 000, j'ai une mensualité de 500 euros sur 18 ans. Donc je capitalise, comme tu dis, pas mal en 18 ans que si j'aurais pris en 25 ans. Donc j'ai une mensualité de 500 euros. Sachant que j'ai acheté, du coup, avec ces 500 euros, c'est ça ce qu'il faut avec les feux de levier, j'ai acheté 5 lots. Il y a 2 lots qui étaient du coup quasiment habitables ou louables, vu qu'il y avait un local commercial en bas. Je me suis séparé, je l'ai vendu du coup. Il y avait 2 lots qui étaient voilà, prêts à être loués et 3 lots qui ont besoin de gros travaux. Si on fait une rentabilité théorique, parce que c'est le cas, vu que j'ai vendu le local, je ne peux pas l'inclure, je ne vais pas forcément, pour simplifier les choses, l'appartement avant travaux, du coup, là il est quand même bien valorisé, avant travaux, on peut dire qu'il peut être loué à 600 euros, et le local commercial, on va dire 500 euros, parce qu'il y a une grande partie qui peut être mangée par la taxe foncière. Il y a une grande taxe foncière ici. Donc pour 500 euros d'investissement, et je ne compte même pas les appartements derrière, qui a 3 appartements à travaux, je serai à un revenu de 1100 euros à peu près sur 500 euros de loyer. Pour une première opération, j'avoue que c'est pas mal, et c'est là où je reviens sur le fait du choix du secteur, c'est que grâce à ce secteur-là, et grâce à une stratégie quand même qui prend en considération pas mal d'éléments, qu'on peut avoir ce genre d'opération. Là où tu as été intelligent, je le dis tout le temps. Un investisseur qui cherche un truc qui est clé en main, où il claque des doigts, il arrive, il pose les valises, c'est pas un bon investissement. À moins vraiment d'être tombé sur l'opportunité où la personne lui a vendu bien moins cher que ce que ça valait parce qu'elle n'en avait pas conscience ou parce qu'elle était dans l'urgence. Et ces cas-là sont très rares. Aujourd'hui, la personne, elle va perdre de l'argent parce qu'elle va acheter au prix du marché. Elle va rajouter les frais de notaire et elle va devoir galoper jusqu'à ce qu'elle ait remboursé les frais de notaire pour commencer à gagner de l'argent. Ça va vite mettre 3-4 ans. À l'inverse, le vrai investisseur, c'est ce que tu as fait avec ce projet-là. C'est de se dire, je sais me projeter sur des travaux, je sais me projeter sur la mise en valeur. Et là, ce projet-là était atypique dans le sens où, comme il fait quasiment 400 mètres carrés avec l'immeuble qui est derrière, qui est à rénover, le local commercial et l'appartement ici, il n'y a personne en fait qui voulait se positionner dessus. Et toi, l'intelligence, ça a été de te dire, en fait, il y a plusieurs lots au cadastre. Le local commercial, j'en veux pas parce que la taxe foncière est trop élevée, donc lui je vais le revendre, il y a quelqu'un qui l'achètera, et c'est ce qui s'est passé, tu l'as revendu. L'appartement, c'est ma mine d'or, je vais l'exploiter. Et puis l'immeuble qui est derrière, soit le jour où j'aurai les moyens de faire les travaux, je le rénoverai, soit à l'inverse, c'est tout, en fait, je le revendrai dans l'état. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'intelligence d'un investisseur, c'est réussir à se projeter. Et aujourd'hui, du coup, on disait que théoriquement, il pouvait se louer 600 euros par mois. Toi, en Airbnb, puisque c'est comme ça que tu as décidé de l'exploiter, parce que tu fais partie de ces investisseurs où tu t'es dit, je suis dans le fer de l'âge, je suis dans le moment où je veux m'investir un maximum et ça ne me dérange pas de mettre un petit peu d'huile de coude, donc je vais le louer à la courte durée et je vais gérer les entrées, les sorties, les va-et-vient de locataires. Ça te permet de dégager combien de loyer en moyenne tous les mois? Je vais juste revenir sur les chiffres rapidement. Donc cet appartement, avant travaux, avant qu'il soit rénové dans cet état-là, il pouvait être loué 600 euros. Il y avait un locataire qui payait ce loyer-là, il est parti 6 mois après l'achat. Donc, après travaux, avant que j'arrive au Airbnb, je pense qu'il sera loué à 650. Vu qu'on a monté en confort thermique et que ça peut plaire, je pense qu'il y aura des gens potentiellement qui peuvent payer ce prix-là, sachant que c'est un duplex de 88 mètres, il y a 3 chambres, il y a un gros salon. Et aujourd'hui, en Airbnb, j'en tire entre 1100, entre 1000 et 1200, voire 1400, selon la saison et selon la demande. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Et sachant que, encore une fois, je suis en phase d'apprentissage. Donc, ce que je fais encore plus ou moins une montée en compétence sur Airbnb parce que la tarification, trouver l'équilibre entre le bon tarif et le remplissage, c'est une question cruciale. Et du coup, là-dessus, je sais que je ne maîtrise pas encore, que je dois monter en compétence. Ça vient avec le temps, avec l'expérience. C'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, donc là, on le voit, tu as une mensualité de 500 euros et tu as à peu près 1100 euros de gains, c'est-à-dire 600 euros par mois de bénéfices. Et en plus de ça, tu as récupéré de l'argent de la vente du local commercial. Exactement. Donc, tu as aussi gagné un gain en capital qui t'a permis de rembourser ton apport et d'avoir une somme d'argent supérieure
pour refaire un projet, mais aussi te récompenser dans la vie de tous les jours. Exactement. En fait, pour parler chiffres, je me suis amusé dernièrement, justement, encore une fois, c'est une personne qui m'a en parlé d'une application. Et en fait, je ne l'ai pas écouté la première fois et j'ai réécouté, je pense que c'était à travers un podcast, et j'ai réécouté. Et j'ai appris en fait qu'il parlait d'une application très intéressante qui valorise ton patrimoine immobilier ou ton patrimoine global. Donc j'ai dit tiens, je vais écouter. Je vais écouter ce qu'il disait. Il a dit ouais, vas-y, essaye et tout. Donc j'ai appliqué un peu, voilà, j'ai suivi l'application, j'ai rempli toutes les informations et il me sort un patrimoine brut, du coup après impôt, après déduction du crédit, si on ne compte pas le crédit, de 280 000 euros. J'étais impressionné, j'ai dit en fait c'est pas possible. Après l'application c'est quand même une estimation, et je trouve que c'est pas déconnant parce que quand je refais les calculs, je dis en fait c'est pas déconnant. Parce que toi tu as acheté le foncier 108, j'ai acheté et si on rajoute les notaires et les travaux, ton enveloppe globale elle est à combien? Je serais dans les 140. Ok, donc tu es sur un x2 à peu près. C'est ça. C'est ça. Honnêtement, c'est ça. L'immeuble, il est estimé à 80 000 et que pour le coup, même à 80 000, c'est pas du tout cher. Je préfère le garder pour moi. Parce que on peut en parler si tu veux, mais il y a des conventions d'ANA qui sont arrivées en 2024 que c'est très intéressant. L'appartement, je pense à minima, si on veut vraiment, si on compte pas les travaux, il sera dans les 80 000 et ça, je pense que ça sera un très bon prix. C'est même en comptant même pas 1 000 euros le mètre carré. Bien sûr. Et après, ce que j'ai récupéré dans le local, en fait, voilà, on monte dans les 280 000. Ouais, et vous voyez, là-dessus, c'est vraiment là-dessus que je veux amener la fin de la vidéo. C'est déjà, premièrement, comme je le disais en introduction, reste bien connecté à la chaîne YouTube parce que si ce format vous a plu, on va refaire une vidéo avec Mehdi où on va vous parler justement de l'immeuble de rapport qui est un immeuble, on va dire entre guillemets, abandonné et à mettre en valeur, où là il y a des très très belles choses à faire et où c'est un petit peu sportif au début quand on démarre dans l'immobilier, mais c'est très intéressant pour justement apprendre et pour avancer étape par étape. Et après, pareil, en fait, ce que vient de dire Mehdi, c'est que ça montre la puissance des villes où on se dit parce que le kilomètre carré est pas cher, parce que c'est des villes à prédominance rurale, parce que c'est des villes à prédominance ouvrière, elles n'ont pas de valeur, alors qu'en réalité, on peut faire des très très belles opérations immobilières parce qu'on a su voir ce que les autres n'ont pas vu. Voilà, écoute, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Mehdi, je te remercie encore pour avoir partagé cet échange à mes côtés. Je vous remettrai dans la description le lien du Airbnb de Mehdi. Ça vous permettra de voir d'autres photos. Puis également, si vous êtes parmi chez nous, de venir l'occuper. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite de très bons investissements et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!